Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nos invités sont toujours avec nous. Adam Azeizi, Abdelkarim Yacoub Kondogomi et Mohamed Amiri. Zoom à présent sur la journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée ce jeudi 25 avril. C'est l'aboutissement de plus de 30 ans de travaux et d'un investissement d'1 milliard de dollars. Le Malawi a débuté le test grandeur nature du vaccin expérimental le plus avancé à ce jour contre le paludisme, une maladie qui fait chaque année plusieurs centaines de milliers de morts en Afrique. Un sujet de Aïssatou Diamanka Besland. Un test à grande échelle du vaccin contre le paludisme a été lancé mardi 23 avril au Malawi par l'Organisation mondiale de la santé. Le dit vaccin baptisé RTSS permettra de réduire d'environ 40% le nombre de cas de paludisme pendant les 4 années de suivi et de près de 30% le nombre de cas de paludisme grave. Je pense qu'aujourd'hui, si on arrive à cette phase du vaccin, c'est une bonne chose pour le monde de Palu. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit encore les chiffres, plus de 445 000 personnes qui meurent par an, je ne sais pas si on va pouvoir l'éradiquer complètement grâce au vaccin, mais on va pouvoir limiter en tout cas le processus du palu au sein en tout cas de la population. Je pense que ça, c'est une très bonne chose. Les résultats des tests pourraient être connus d'ici 2 ans. S'ils s'avèrent positifs, le vaccin pourrait être déployé plus largement dans d'autres pays africains. Il viendra compléter les stratégies de lutte contre le paludisme déjà existantes, notamment sur l'utilisation de moustiquaires imprégnés, la pulvérisation d'insecticides dans les habitations et le traitement préventif des femmes enceintes. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait toute une lutte au niveau de la prévention et notamment avec toute la phase qui a eu lieu avec les moustiquaires imprégnés, notamment de longue durée. Ensuite, on a eu la prévention et le fait de comment pouvoir éliminer dans l'habitat et à l'extérieur de l'habitat, donc avec les pulvérisations. Sont sortis également ce qu'on appelle les ACT, l'Artemosium amodiaquine notamment, et c'est ce qui permettait de stopper le palu. Ces tests vont concerner 360 000 enfants chaque année vivant dans des régions exposées au paludisme. Les 3 pays pilotes où vont se dérouler les tests sont le Malawi, le Kenya et le Ghana. Il serait plus de 250 000 enfants âgés de moins de 5 ans à succomber à la maladie chaque année sur le continent. Alors, la lutte contre le paludisme est en stagnation selon l'Organisation mondiale de la santé. Abdelkarim Yacoub Kondogomi, avec ce nouveau vaccin qui est en projet pilote, peut-on parler de nouvel espoir dans la lutte contre le paludisme? C'est encourageant. On peut dire que c'est encourageant, mais c'est insuffisant parce que quand même, ce vaccin a commencé à être développé depuis 1987. Alors, on a attendu 30 ans pour 32 ans pour arriver à ce niveau. Je crois que c'est extrêmement long, vu le nombre de personnes qui meurent de palu. Donc, cela doit être il faut aussi préciser que ce vaccin n'offre qu'une protection partielle de la maladie. Justement, une protection partielle parce qu'on a des cas de différentes formes de paludie et c'est aussi limité à des enfants de moins de 2 ans. Donc je crois qu'il faut continuer. C'est encourageant, moi je salue cet effort. 1 milliard seulement pour arriver à cela. Alors que l'Afrique, on dépense énormément plus d'argent pour d'autres maladies. Là, je vois le cas du sida ou d'autres luttes, on dépense énormément de milliards pour combattre, alors que le palu tue plus que tout en Afrique. Vous avez dit, ça fait 250 000 morts par an. 250 000 morts par an. Donc du coup, je crois que ça doit être la priorité absolue et qu'il fallait encourager maintenant des États ou des organisations internationales à encourager à aller vers là. Encourager nos États à faire de cela une priorité, parce que la mortalité infantile, c'est la mort de l'avenir de l'Afrique, puisque l'enfant est l'avenir de l'Afrique. Donc cet investissement en vaut la peine, et que c'est encourageant, mais c'est insuffisant pour moi. Quand on sait que la maladie est évitable, pourquoi on a du mal à en finir avec le paludisme, Mohamed Amiri? Parce que quand l'Africain meurt, on regarde ailleurs. Voilà, parce qu'il est africain, c'est pas plus compliqué. C'est pas normal qu'aujourd'hui on meure encore du paludisme. C'est pas normal aujourd'hui qu'on ait des chiffres comme ceux qui viennent d'être annoncés. Voilà, parce que les laboratoires pharmaceutiques s'occupent des maladies du Nord et les maladies du Sud. On s'en fout un petit peu, si vous me permettez l'expression. C'est révoltant. Je suis un peu en colère quand je vous dis ça. C'est pas normal aujourd'hui que le paludisme continue à faire des ravages en Afrique. C'est pas normal aujourd'hui qu'il ne soit pas totalement éradiqué. Qu'on nous dise que finalement même tout l'investissement qui a été consenti
pour obtenir ce vaccin, finalement, ce n'est qu'une protection partielle contre le paludisme. Et que ça, c'est pas acceptable. Et qu'à partir du moment où on a une vraie politique de santé publique, alors à l'échelle du continent, naturellement, parce que cette maladie touche de nombreux pays, on ne doit pas laisser le paludisme, qui est une maladie d'autrefois, de jadis, de naguère, aujourd'hui, tuer encore nos enfants en Afrique. Alors, éliminer le paludisme dans un pays est un accomplissement certain, mais insuffisant dans le cadre d'un combat contre une maladie qui est une pandémie. Comment agir à l'échelle du continent? Alors, je pense que s'attaquer au paludisme ne doit pas être un combat continental, mais c'est un combat international d'ailleurs. Ça ne touche pas que l'Afrique. On voit encore des cas de paludisme en Asie ou autres. Mais ça tue beaucoup plus en Afrique. Ça tue beaucoup plus en Afrique. On a vu que bon, là, ça a légèrement baissé ces dernières années, mais ça reste quand même assez dramatique. Ce qui arrive notamment par rapport aux enfants, à la population jeune qui est beaucoup plus victime du paludisme. Donc la question aujourd'hui, c'est de comment mobiliser institutions publiques locales, mais aussi laboratoires pharmaceutiques et travaux de recherche pour aller vers cette solution. C'est un investissement qui est très coûteux. Je sais que le vaccin qui a été mis en place, c'est quelque chose qui a duré 30 ans et qui a nécessité 1 milliard pour des résultats qui sont encore très peu satisfaisants. C'est-à-dire qu'on a encore du chemin en termes de recherche. Il y a une logique économique qu'il faudra trouver une solution. Moi, je n'ai pas la réponse, mais il y a une logique économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les investissements sont comment dire, tirés ou drivés, comme on dit, par la rentabilité. Et le marché africain, et sur le paludisme, n'est pas celui qui est le plus rentable à l'échelle. Il y a d'autres maladies qui présentent, ou d'autres travaux pharmaceutiques qui présentent une rentabilité plus intéressante par rapport aux sommes investies. Donc il faut essayer, niveau institution internationale, niveau Banque mondiale, niveau ensemble des organismes, UNICEF et autres, qui gravitent autour de ces problématiques, de travailler ensemble, d'investir sur la recherche. 1. Donc ça, c'est la recherche. 2, c'est la sensibilisation et la protection par rapport aux méthodes de contagion et notamment par rapport à l'exposition moustique. Trouver des traitements alternatifs. Il y a pas mal de pays, j'avais vu pas longtemps au Burkina Faso, où ils avaient mis en place des solutions des solutions assez traditionnelles qui ne sont pas si efficaces que ça, mais aussi efficaces, mais qui peuvent protéger. Et donc, ne pas hésiter à utiliser Je suis d'accord avec ce qu'a dit Mohamed. En fait, c'est parce que ça n'intéresse pas le monde. Ça, c'est vraiment, il faut le prendre au sérieux parce qu'aujourd'hui... Vous sentez vraiment un désintérêt? Regardez quand une grippe apparaît, ou H1N1, je ne sais plus quoi, quand le monde sait que cette grippe-là est transcontinentale et ça va partout, le monde entier se mobilise, on mobilise des milliards pour trouver des solutions immédiatement, des vaccins à ces grippes. Mais quand il s'agit de l'Afrique, comme on vous a dit, ce n'est pas rentable. Et ça ne les intéresse pas parce qu'ils ne sont pas touchés. Donc, dans ce cas de figure, qu'est-ce que doivent faire les dirigeants africains? C'est ça, la question, c'est quoi la priorité de nos gouvernants? Ils n'ont pas les moyens. Ils ont les moyens. Ça dépend vers où ils dirigent les moyens. Vous avez une question de priorité et de choix dans les investissements. Quand vous avez votre jeunesse qui meurt d'une maladie vous avez dit quelque chose de très intéressant. Qui les empêche d'aller aussi à l'école. Vous avez dit tout à l'heure les solutions endogènes. Les solutions endogènes et locales. Ça veut dire qu'avant l'arrivée des Blancs en Afrique, nos parents ont toujours vécu. Ça a retardé d'ailleurs leur progression, le paludisme. Ils ont des solutions de guérison. Donc, et aussi, c'est quelque chose. Justement, il ne faudrait-il pas sensibiliser cette population qui hésite à amener l'enfant atteint de palu? Oui, justement, c'est là où je dis que si vous voulez sensibiliser la population, si vous voulez donner accès à ces populations, parfois même, comme ils préfèrent aller chez les guérisseurs ou aller voir chez le marabout, ou bien quand on va chez les charlatans, il y a des croyances sociaux aussi. Une coque blanche et un poule noire pour qu'on puisse machin. Donc, moi, je crois qu'à un moment donné, nos gouvernants doivent prendre des choses corps et âme pour pouvoir régler le problème et ça doit être une priorité continentale. Donc moi je suis plutôt d'accord pour que ce soit une politique continentale parce que le problème ne concerne pas une région d'Afrique mais toute l'Afrique. Et l'investissement doit être aussi investi là-dedans. C'est ça, je dis que mais quand on regarde le secteur de santé, quelle est la maladie qui tue le plus d'Africains? Aujourd'hui, on finance beaucoup plus la lutte contre le terrorisme qui tue 4-5 personnes par mois, machin, que le paludisme. Oui. On protège les baigneurs sur les plages parce que le requin tue 10 personnes par an. Quand le moustique en tue des millions. Il faut aussi
faire attention et en considérer, c'est aussi le lobby des sociétés pharmaceutiques qui nous vendent des médicaments. Justement, parce que dans plusieurs pays du continent, des centres de formation... des machins, je ne sais plus quoi, c'est ceux-là qui évitent, qui profitent de ces mannes. Ça produit énormément d'argent. Je suis d'accord avec toi, mais... On a fait la même chose à l'Afrique du Sud. On a même interdit de faire des médicaments génériques parce qu'il y a des lobbies pharmaceutiques qui décident. Oui. Donc, et pour le palu, c'est la tisane d'Artemisia afra. Et l'OMS ne veut pas reconnaître. Pourquoi? Parce que ce n'est pas, ils ont dit que scientifiquement, ce n'est pas prouvé. Et qui doit dire scientifiquement c'est prouvé? Pourquoi? C'est des professionnels, l'OMS, c'est des professionnels quand même. Mais des gens ont été guéris grâce à cette plante. Mais plusieurs fois. Plusieurs fois. Et qui a des lobbies à l'OMS pour empêcher à ces découvertes africaines d'être appliquées? Il ne faut pas que les découvertes africaines soient les découvertes bas de gamme, ou pas sûres, ou pas sérieuses. Pour qu'on nous respecte. Pour qu'on nous respecte, nous devons avoir des institutions africaines capables de défendre nos inventions, nos scientifiques, nos médecins. Très bien. Les scientifiques, ils vont à l'étranger pour faire des recherches. C'est ça le problème. Si les solutions, je ne connais pas la solution, mais si elle est efficace, les utilisateurs n'ont pas besoin de la certification OMS pour le lancer, c'est peut-être une initiative locale. Donc si, parce que l'OMS, pour pouvoir le distribuer, on a l'autorisation de l'OMS pour pouvoir le mettre sur le marché. C'est comme ça. C'est la loi du marché. Et c'est le politique. C'est peut-être proposé dans les médicaments. À moins que cet État quitte l'Organisation mondiale de la santé. Parce que si notre État adhère à cela, c'est qu'on respecte les règlements. Mais il peut proposer dans des canaux de tout ce qui est pharmacie alternative, qui n'ont pas besoin de ces autorisations, tout ce qui est plantes. Donc on rentre dans les non formels. Non, formels, mais plutôt dans l'homéopathie. La thérapie médicinale, même pour entrer dans l'homéopathie, on a besoin de cette autorisation. En fait, il faut avoir la reconnaissance scientifique. Moi, j'ai l'impression que c'est pour ça que je disais que nous, on est victime non seulement de l'incapacité, de l'incompétence de nos dirigeants, on est aussi victime de ces lobbies et de ces grandes firmes qui profitent de ces situations chaotiques de l'Afrique. Donc, on doit avoir deux plante, elle est pourtant présente dans les ACT que l'OMS utilise. Exactement. C'est ça, c'est le paradoxe. Et l'incohérence totale de cette organisation. C'est là où on voit l'expression de lobby derrière cette décision. C'est ça le problème. Écoutez, moi j'ai dit non, prenez au sérieux cette histoire de lobby. Oui, non mais le lobby existe. Les médicaments palliatifs comme ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'était une raison de lobby. Mais aujourd'hui, il ne faut pas être angélique. Il y a des solutions palliatives. On voit le comportement de l'OMS par rapport aux autres États. Parce que regardez la décision que l'OMS a prise par rapport à l'Afrique du Sud et ce que l'OMS a décidé par rapport à l'Inde. Quand l'Inde a décidé de produire ses propres médicaments génériques et s'imposer et dire, pardon, excusez-moi le terme, de ne pas respecter ce que dit l'OMS s'est incliné. Et pourquoi on nous on a du mal avec à faire? C'est ça qu'il faut se poser. Parce que l'Afrique ne parle pas en un seul nom. Ça, donc voilà, dans ce cas-là, solution institutionnelle. Mais moi, je pense que je suis convaincu que ces traitements palliatifs peuvent être proposés sans l'accord de l'OMS sous différents canaux. Mais c'est très bien, il faut les mettre en place, il faut sensibiliser, mais également il faut vraiment essayer de travailler sur la recherche. Parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment aboutir à une solution qui soit vraiment efficace. Et c'est un travail de long terme. Et là où je vous parlais d'angélisme, c'est qu'il faut qu'il y ait une logique économique qui puisse attirer les opérateurs, les chercheurs. Parce qu'il y a des chercheurs en Afrique, mais ça ne suffit pas. Il faut les chercheurs américains, il faut des chercheurs asiatiques. Il faut les mobiliser autour d'une cause. Sous l'angle économique. Malheureusement, le monde... On est une communauté. Mais si vous continuez à voir les choses sous l'angle économique, comment vous allez motiver des laboratoires américains, asiatiques, travailler avec des Africains pour aboutir à une solution? C'est très dangereux. Et donc, pour les attribuer, il y a des richesses en Afrique. Ce que vous dites est très dangereux. Parce que vous êtes en train de dire à nos États, dont le rôle est de régler ces problèmes sans être rentable. Le rôle de l'État, c'est de trouver des problèmes, à des problèmes sanitaires, c'est pas l'État qui va... Non, laissez-moi finir. Donc, si le rôle de l'État est de trouver des solutions à ces problèmes, sans ayant ses oeillets de dire qu'il faut que ce qu'on fait soit rentable. Nous, on peut le faire. Regardez en Europe. Leur sécurité sociale est déficitaire de milliards. Mais ils le font parce qu'ils savent que le rôle de l'État a d'assurer cela. C'est déficitaire mais financé par le, par le contribuable. Donc, chez nous, pourquoi on ne le fait pas? Nous, on a un PIB, on a des revenus. Donc, orientons nos revenus dans ce sens pour faire en sorte
que le fait de lutter contre ce paludisme ne soit pas l'affaire des gens ou des compagnies qui vont d'abord regarder leur rentabilité, pour d'abord regarder est-ce que ce qu'on fabrique est rentable ou pas, parce que c'est des vies humaines. Les vies humaines n'ont pas de prix. Et si on sauve à chaque année 250 millions d'Africains, ça fait combien en 10 ans? Des millions d'Africains qu'on sauve. Et ça fait de l'argent, ça fait de l'investissement, ça fait des acteurs économiques qui reviendront sur le marché. Et plus la santé, on a des citoyens en bonne santé. Quand on a des citoyens formés, c'est ça l'économie qu'il faut. On est tout à fait d'accord. Maintenant, moi je vais juste finir. Oui, allez-y. Moi, il faut vraiment, nous, en tant qu'Africains, en tant qu'intellectuels, si vous voulez, ou entrepreneurs, tout ce que vous voulez, nous devons dissocier ce qui concerne la santé, la survie de notre continent à une modélisation économique où la rentabilité... Ce sera le mot de la fin. On va juste terminer avec vous. Allez-y. Mais non, on se rejoint. Quand je vous parlais de rentabilité de modèle économique, ce que vous dites, c'est ça. C'est-à-dire il faut que les États prennent conscience que la maladie, le paludisme et son développement en Afrique, ça a un coût, mais faramineux. Et quand vous parliez d'exemples requins ou terrorisme ou autres, aujourd'hui, c'est que parce que les répercussions économiques sont très rapides par rapport à ce problème. C'est-à-dire que dès qu'il y a terrorisme, il y a une baisse du tourisme, baisse des investissements. Donc voilà. Et donc par rapport au paludisme, c'est-à-dire que les 10 villageois qui meurent dans un village au fin fond du Malawi sont parfois... Donc 250 millions par an, c'est pas du coup? Mais on est d'accord, on se rejoint. C'est qu'il y a un coût, et il faut que les États prennent conscience de ce coût, qu'ils investissent et qu'ils savent que s'ils investissent dans ça, ça va impacter leur croissance et ils pourront capitaliser dessus dans la vie. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Adam Ezeizi, je rappelle que vous êtes consultant bancaire intervenant auprès de différentes institutions financières internationales dans la zone EMEA. Et Abdelkrim Yacoub Koundogomi, chef de la division Afrique centrale d'Internet sans frontières, et monsieur Mohamed Amiri, consultant en communication. Merci beaucoup à vous également, chers téléspectateurs. Restez sur Africa 24, l'information continue.